Bonjour à tous, vous êtes bien sur Cyberculture sur Radio Ici Maintenant 95.2, antenne interactive aujourd'hui, n'hésitez pas à appeler, réagissez, débattez, interloquez-vous, réagissez. Un seul numéro, le 08 92 23 95 20. Aujourd'hui dans Cyberculture, nous allons rebondir sur l'annonce de notre président, Monsieur Sarkozy, son annonce concernant le Deep Packet Inspection. Nous avons quelques éléments pour alimenter le débat. Donc je vous encourage à intervenir dans l'émission pour alimenter le débat. Ensuite, un sujet un peu plus léger, nous allons parler de l'informatique dans les films. Donc sujet assez comique, je prends toujours par exemple NCIS où on voit des personnes qui sont capables de pirater des ordinateurs en 2 lignes de commande. Avec moi aujourd'hui Sergent Slayer, bonjour. Salut. Comment vas-tu? Ça va, et toi, et j'espère que les auditeurs vont bien aussi. Hein. Bah oui, hein, ça a l'air, sur le chat ça a l'air d'aller très bien. Ouais, avec des dédicaces en plus qui commencent bien. Exactement. Donc pour rebondir sur l'affaire de Toulouse, donc nous allons prendre un angle d'attaque purement informatique. Nous n'allons pas revenir sur le débat sans fond et sans fin, bien sûr, qui a été largement repris par les médias. Donc notre émission s'inscrit dans la continuité de l'antenne de Julia hier et la prise de parole d'Olivier auparavant. Donc nous allons voir que effectivement cette affaire révèle des effets d'annonce sur les libertés informatiques. Notre président veut encourager une censure plus forte pour les sites terroristes. Donc comment fait-il? Donc chronologiquement, il ne faut pas oublier que depuis le 5 mars 2007, on risque 2 ans de prison et 30 000 € d'amende pour le fait de consulter habituellement un service de communication en public de ligne mettant à disposition des images pédopornographiques. Donc des lois existent, ces lois elles ont été votées auparavant. Et ces lois, on peut se poser la question, effectivement, si on fiche déjà les sites pédopornographiques, pourquoi on ne fiche pas les sites soi-disant terroristes? Et c'est là où nous en arrivons, avec une petite enquête de Sergent Slayer. Donc Sergent Slayer, déjà peux-tu nous rappeler qu'est-ce que c'est que vraiment ce Deep Packet Inspection? Alors, ce Deep Packet Inspection, c'est tout simplement le fait de filtrer et de regarder, parce qu'on va un petit peu encore reparler de ACTA, et de filtrer exactement ce que vous faites, où vous allez. Je le simplifie, hein, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques. Et en revenant un petit peu donc à cette fameuse affaire de Mohamed Merah, ce qu'il faut savoir, et il y a un très grand danger vis-à-vis du droit et informatique de chacun de nous en tant que citoyen, c'est qu'aujourd'hui ça a permis au gouvernement actuel de mettre un bon pied dans la porte, au sens où c'est plus simple de faire passer des lois à ce sens-là. Ensuite, par rapport à ça, il faut faire très attention parce qu'on là on va vraiment rentrer dans un petit peu dans un cliché comme le film 1984 où le tout sécuritaire fait mainmise sur tout le monde. Voilà. On va parler aussi des souvenirs, si vous vous rappelez aussi de Patriot Act. Ils nous la font un peu à l'envers avec ça. C'est aux USA le Patriot Act. Exactement. Après le fameux attentat du 11 septembre. Donc faut faire super attention et on va bientôt finir avec un peu d'humour. Ils vont nous mettre des webcams dans nos toilettes bientôt. Donc faut faire très attention à ça. Très attention. Et donc tu as mené une enquête justement parce que oui. Notre président disait que il pouvait analyser tous les logs pour avoir accès à tous les sites potentiellement terroristes. Voilà. Alors dans mon enquête, c'est une enquête qui a duré un certain temps. C'était une enquête chez un hébergeur ou chez plusieurs hébergeurs, et c'était bien avant cette affaire-là. Alors un hébergeur de site internet, bien sûr. On m'a reporté que le ministère de l'Intérieur ou un service XYZ, mais avec des prénoms. On va dire, un peu anonymes, ont contacté ces hébergeurs en leur proposant de sauter les procédures judiciaires. C'est-à-dire... Déjà, attends, oui. Slayer, on va revenir déjà sur le contexte. Oui. Donc là, nous sommes les faits, ils se passent en 2006 suite à l'affaire de la tribu K,
qui, suite à une rixe, on va dire qu'ils sont fait taper les doigts par le ministère de l'Intérieur pour fermer leur site. Donc toi, tu vas nous raconter concrètement les dessous de cette affaire, c'est bien ça? Alors c'était en 2006, donc c'était la Tribuca, si ça vous dit quelque chose. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros c'était un groupe d'extrémistes de droite qui sont permis donc à un moment donné d'afficher des photos des différentes agressions qu'ils ont pu faire. Je rentrerai pas dans les détails. Ce jour-là, cet hébergeur a pris la décision de lui-même de fermer ce site internet parce qu'il ne respectait pas les conditions d'utilisation de la plateforme. Et qu'est-ce qui s'est passé en parallèle? Le ministère de l'Intérieur donc a appelé cet hébergeur-là en lui indiquant qui lui avait donné l'ordre de couper ce site internet. Il y avait une raison propre, c'est simple, parce qu'à l'époque, c'était notre fameux président qui était au ministère de l'Intérieur et qui avait besoin de récupérer un certain électorat d'extrême droite, on va dire. Pas forcément d'extrême droite, mais plutôt récupérer l'image du fait que, oui, c'est moi, à nouveau, qui peut protéger le petit peuple. Qui protège le petit peuple, le moyen peuple, ou on va dire, le reste, les autres 1% restants, par rapport à ça. Et manque de chance, pour eux, cet hébergeur-là a pris par son propre chef la décision de couper ce site internet. Par la suite, bien sûr, il y a eu, ils m'ont expliqué qu'il y avait Reporters sans frontières qui les ont contactés parce que c'était une atteinte au droit d'expression, et ça c'est important aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il faut faire attention, on va commencer, ça a même déjà commencé, on va couper nos droits d'expression et c'est dangereux. Ok, très bien. Tu montres via cette petite enquête qu'effectivement ils avaient bien déjà en leur possession en 2006 la capacité à analyser les logs, donc les fichiers traces, pour détecter potentiellement des sites terroristes. Et là, en l'occurrence, la Tribuca était effectivement une mouvance qualifiée d'extrémiste. C'est ça. Et ils ont réussi à les avoir. Et l'hébergeur, à l'époque, il a coupé de son plein gré l'accès à Internet, en l'occurrence du blog de la Tribuca, parce que c'était tout à fait dans ses droits. Il ne respectait pas sa charte d'utilisation. Mais il y a une tentative de récupération du ministère de l'Intérieur et même de Reporters sans frontières qui souhaitait clairement que la fermeture de ce site soit présentée comme une action gouvernementale. Alors, Reporters sans frontières voulait que ce soit d'une manière démocratique, au sens qu'il y ait d'après ce que j'ai compris, c'était au sens démocratique, au sens qu'il y ait un procès, et par la décision du tribunal, il fallait une décision du tribunal qui dise, écoutez, vous fermez votre site, c'est pas bien. Mais il n'y a pas eu cette décision-là. C'était une décision de l'hébergeur à fermer ce site internet parce qu'il ne respectait pas, comme j'ai dit, ces conditions-là. Mais le plus important à retenir, et c'est pour ça qu'on revient un petit peu de l'actualité avec les différents jours obscurs et macabres qu'on a pu voir sur toutes les chaînes de télévision et sur les radios, où là, encore une fois, l'affaire a été bien gérée au sens de la communication et au sens de la récupération médiatique pour fournir des points à la personne qui a récupéré ça, donc le président actuel, Nicolas Sarkozy. Exactement, et d'après mes sources, a priori, le Conseil constitutionnel, durant la période électorale, n'est pas actif. Du coup, le président, s'il veut faire passer une loi, en l'occurrence, faudrait, entre guillemets, qu'il ait les pleins pouvoirs qui peuvent être déclenchés ou qui ont déjà été déclenchés. Je n'ai pas l'information, donc si vous pouvez apporter une précision à mes propos, ça serait très appréciable. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Après, de toute façon, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, que vous avez déjà rencontré des cas similaires, on vous invite à appeler le 08 92 23 94 20 pour faire partager aussi votre expérience. Oui, bien sûr, le débat est tout à fait ouvert. Et pour rebondir sur les mesures mises en place de notre président, il faudrait qu'il ait plein pouvoir, et a priori c'est l'article 16 de la Constitution qui peut lui permettre un accès et une exécution de ce programme. Donc est-ce qu'il va avoir, entre guillemets, la force décisionnelle pour appliquer son Deep Packet Inspection, qui demandera, entre guillemets, quand même des moyens adéquats pour filtrer toutes les données? Mais comme on a déjà vu qu'en 2006, ils avaient déjà possibilité pour les logs, rien ne nous prouve qu'actuellement, ils n'ont pas déjà toutes ces capacités d'inspection. Après, c'est des capacités d'inspection, comme j'ai un petit peu expliqué quand je discutais avec l'hébergeur.
ou au sens où c'était simplement du communicant et le ministère de l'Intérieur ou la police réclamait des informations complémentaires sur les logs. Après, c'était pas le gouvernement qui avait l'accès au serveur ou au log directement. Et donc à partir de là, ce qui est aussi important, et sur d'autres hébergeurs que j'ai pu avoir, certains hébergeurs, j'ai un petit peu parlé de ça tout à l'heure, ont été convoqués au ministère de l'Intérieur pour simplement faire sauter les procédures judiciaires pour obtenir ces informations-là et accélérer le processus de récupération de ces fameux logs. Très bien. Donc je rappelle aux auditeurs que le standard est ouvert. Réagissez, débattez aux informations de l'enquête de Sergent Slayer. Un seul numéro pour cela, le 08 92 23 95 20 sur Radio Ici Maintenant 95.2. Nous allons rebondir, mais n'hésitez pas à appeler pour débattre de ce Deep Packet Inspection et des lois mises en place et des lois potentiellement occultées comme nous vous l'avons montré. Nous allons aborder notre sujet du jour sur cyberculture, c'est-à-dire l'informatique et les films. C'est un sujet qui touche potentiellement tout le monde, parce que les films, tout le monde en consomme, effectivement. L'informatique est devenue un pan phare de l'industrie, mais malheureusement il y a quelques travers. C'est-à-dire que la réalité qu'on nous présente n'est pas forcément notre réalité. C'est un sujet assez rigolo, et je vous encourage aussi à appeler l'antenne pour partager vos expériences ou vos anecdotes sur les films, voire même vos réflexions. Parce que des films entre guillemets type cyberpunk ou intelligence artificielle, c'est pas forcément la même philosophie derrière. Donc comme point d'entrée, nous allons prendre des films grand public. Donc par exemple tous les films dérivés de l'intelligence artificielle. Donc j'entends par là films d'intelligence artificielle où des machines sont dotées de capacités de réflexion comme une machine. Parmi ces films, on peut voir les très connus Terminator avec Sarah Connor. Oui. Sarah Connor. Ou Matrix. Matrix qui a fait une quasi-révolution en soi par le sujet abordé et l'esthétisme dégagé. On peut dire que c'est limite un aboutissement du cyberpunk. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais ce film-là, même chaque scène peut être décortiquée très très finement. C'est ça, c'est sur la conclusion que nous sommes tous des piles Duracell. Tous des piles Duracell et tous potentiellement des esclaves. Donc ça va assez bien, entre guillemets, avec les mouvances actuelles dans lesquelles il y a une sorte de nouveau paradigme qui émerge. Ce qui est assez drôle dans ces films, donc par exemple pour revenir à Terminator, où là clairement on apprend que c'est le système qui s'est rebellé contre les humains. En fait, le virus devient l'antivirus et les humains deviennent les virus. Donc nous en avons déjà un peu parlé sur notre antenne des virus. Mais cependant, il y a quand même des gros faits qui peuvent être très très discutés, que ce soit dans Terminator, Matrix ou même Robocop. Par exemple, tous les ordinateurs sont connectés. Effectivement, on voit un nombre incalculable de scènes où les soi-disant hackers, en une ligne de commande, peuvent communiquer avec un PC à l'autre bout du monde, derrière 50 pare-feux, derrière 50 routeurs, mais ils peuvent y accéder sans connaître. Sans connaître l'adresse limite. Enfin, c'est magique. Tout en utilisant Word. Tout en utilisant Word, et c'est encore plus fort. Avec 2 souris. Avec 2 souris. Pour faire haut-parleur. Et oui. Mais oui, ça c'est plutôt la mouvance, on va dire, dystopique. Mais avant de plus se plonger, on va dire, dans les diverses catégories de films, je vais vous passer un petit extrait des florilèges de bruits bizarres des ordinateurs avec un extrait de NCIS, où on apprend qu'un Troyen sur DVD-ROM peut potentiellement pirater votre ordinateur. Donc attention, c'est parti. Pas la touche échappe pour quitter vos programmes pour le moment. Une pression ferait s'effondrer tout le système. Mais en analysant la progression de la guérison des différents, en admettant qu'ils étaient soit en mission,
Zo, elle est là. Vous l'avez localisée? Oui, c'est bon, je suis calé sur le signal. Écoutez bien les bruits d'ordinateur dans tous les sens. On C'est tape juste en que face de sur chez le vous. clavier actuellement. Il est en train de passer un coup de téléphone codé à un portable en mouvement. On dirait que... Électrostatiquement, une empreinte de Boots sur la bouteille. Tordre. Sacré habit. Ça y est, je l'ai. Sacré habit, elle est très très forte habit de NCIS. Vous voulez revoir Rebecca vivante? Vous allez faire exactement ce qu'on vous dit. Très intéressant, un ordinateur qui parle très bien, qui pense. Bien, s'il voulait me tuer, il ne m'a pas laissé le choix. Il y a un cheval Bip, de Troie dans le bip, bip, DVD, il envoie des données par internet. L'appel n'était pas assez long pour être tracé, mais il y a autre chose, attendez. Donc, l'entreprise qui a fait ce gâteau incruste ses initiales sur une face de la pâte. C'est le logo de l'entreprise Dao Wang, une fabrique de gâteaux chinoise. Pour l'instant, 26, et je pense qu'on n'en est même pas à la moitié. Ok, je lance la reconnaissance faciale dans les photos prises sur... Putain, ce mélange, non, c'est L'un d'eux hallucinant. veut négocier, Barrett a Ce transmis mélange une de mise à termes jour informatiques sur la facture avec l'erreur de accrochés qui veulent rien dire. Ah oui, oui, là, oui, clairement. C'est un peu le paradoxe d'ailleurs, parce que Matrix, qui se veut un film très très pointu technologiquement, effectivement, on n'aurait rien compris si Neo, à la scène de la cuillère, quand il, vous savez, avec juste sa force mentale, il arrive plier la cuillère. Si Neo nous aurait dit qu'il fallait recompiler le kernel Linux 2.6, on n'aurait strictement rien compris. Et là, c'est un peu un phénomène d'infantilisation, au sens où on nous fait croire que l'informatique, dans n'importe quelle main, même des mains pas très expérimentées, on peut faire des choses très miraculeuses en 3 pots de cuillère. Enfin, c'est assez hallucinant. Bah ça c'est clair qu'aujourd'hui, si on faisait, on va dire, de la complexité réelle, on pourrait pas accrocher sur la série ou sur le film. Et à un moment donné, il faut vraiment faciliter, faire une facilité enfantine pour que ça rentre dans l'esprit des gens plus facilement. Bon, après, c'est encore un autre débat sur l'occupation du cerveau à accepter ce genre de choses. Ouais, c'est toujours des capacités. En fait, on essaye de scotcher l'utilisateur sur des propos très simples pour qu'il rentre plus facilement dans le cerveau. C'est un peu on essaye d'attaquer les points faibles, entre guillemets, de la pensée cognitive pour ne pas faire réfléchir l'utilisateur. Et au final, ce genre de discours passe très très bien dans la tête des gens. Je rappelle aux auditeurs qu'au 08 92 23 95 20, antenne libre, donc débattez, réagissez. Nous parlons du Deep Packet Inspection, la mesure phare de Nicolas Sarkozy pour brider soi-disant les sites terroristes, mais qui peut avoir aussi un impact sur nos libertés. Petit parallèle par rapport à cette information, n'oubliez pas qu'il y a quelques années, le fichier de Sandvert, dans une affaire assez sale de pédophilie, l'enquêteur de l'époque, Marcel Ferlozen, avait clairement établi que les sites pédopornographiques et tout l'armada de serveurs derrière étaient connus des gouvernements. Donc, est-ce que dans une certaine mesure, ces annonces ne sont pas que des effets d'annonce, car il n'y a pas de suivi derrière. N'hésitez pas à prendre part au débat, je répète, le 08 92 23 95 20, et une petite pause musicale avec Grivok, Runky Funky. Yeah.
Vous êtes bien sur Radio aussi maintenant 95.2, antenne libre sur Cyberculture avec Sergent Slayer et moi-même Thomas au 08 92 23 95 20. Messieurs, dames, revenons à notre sujet sur l'informatique dans les films. Donc je répète, n'oubliez pas et n'hésitez pas à réagir par rapport au débat du Deep Packet Inspection ou même nous parler simplement de ce qui vous a fait rire dans les films parlant d'informatique récemment. Alors sur le chat, là il parle du film culte Wargame. Ah oui, Wargame, très très bon film. Enfin, très bon film dans les années 80. En tout cas, c'était pas si farfelu que ça. C'était un peu avant la chute chute du mur, la chute de l'Empire soviétique. Da. Et c'est un peu une catégorie de films, une catégorie, on va dire, entre guillemets, et si c'était possible. Tout comme les films, on va dire, Die Hard 4. Donc, John McClane, dans le 4e opus, est pris en main... Enfin, essaye de se débrouiller pour mettre à terme aux agissements d'une bande de terroristes hackers qui réussissent à pirater le serveur central qui permet de contrôler tout sur la planète et tout dans la ville, les feux rouges jusqu'aux centrales nucléaires. Et il faut vraiment être super intelligent pour tout centraliser. Ce film est énorme. Oui, c'est énorme et c'est complètement improbable. Enfin, je tiens bien à le préciser que, par exemple, les centrales d'un serveur nucléaire ne sont pas à côté des serveurs des feux rouges de votre ville. Ils ne sont pas connectés directement l'un à côté de l'autre. Enfin, c'est un peu comme dans Wargame. Quelle idée de laisser une ligne téléphonique publique avec un accès modem d'époque, parce que c'était un peu un gros veau, c'était un modem d'époque. Il y a un gamin, je sais pas comment il fait, il trouve le numéro et il parle avec le système les plus protégés dans le monde et il peut piloter des fameuses fusées à tête nucléaire. Ah oui, et puis c'est très fort. Dans le film, on peut voir que si on ouvre un fichier crypté, on peut le déloquer car forcément, dès qu'on l'ouvre avec n'importe quel éditeur de texte, il y a une console qui nous invite à entrer le mot de passe directement. Donc c'est très très pratique pour pirater. Moi j'ai déjà testé, quand j'ouvre mon fichier crypté, ça ne marche pas. Donc comment font-ils ? C'est tout le débat. Et pourquoi autant de raccourcis en fait ? Par exemple, on trouve aussi que quel que soit l'OS, on peut mettre n'importe quel logiciel, ça, on s'en tamponne, il n'y a aucun problème. Il y a aussi le fait, donc un peu comme les Chuck Norris Facts, donc là on va plutôt le mettre dans les Computer Facts. Si on stipule que nous sommes dans un film très très high-tech, forcément la commande ou le clavier des personnes dans le film, il y aura plus de boutons que dans un film pas forcément high-tech. Donc entre guillemets, le nombre de boutons détermine l'avancée technologique. Et ce qui est très fort, c'est que on peut avoir 60 millions de boutons sur notre invite de commande et il n'y aura aucun libellé. Et c'est excellent, c'est excellent, c'est excellent. Les aliens, on découvre aussi que les aliens utilisent des architectures x86 et de l'assembleur. Donc ça, on le voit très bien dans Independence Day, où les héros du film, dont Will Smith et comment il s'appelle le président ? Je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, le président des États-Unis dans Independence Day, avec l'aide de Jeff Goldblum, ils réussissent tous à pirater les machines extraterrestres via du binaire. Bon, on est en droit d'attendre qu'une civilisation ultra avancée n'utilise pas forcément du binaire. C'est un peu ça, c'est super simple, c'est très facile, on peut tout faire contre les aliens. Bah oui, de toute façon, les aliens, ils sont face aux Américains, donc forcément, ils vont perdre. C'est assez logique. Forcément, c'est les meilleurs. Bah oui, c'est les meilleurs. Ils gagnent toujours. Ils gagnent toujours. Non, après, c'est toutes ces choses. On va prendre l'exemple de NCIS, ou les experts, mais parce que c'est le chat, ils aiment bien tout ce qui concerne ça. Mais NCIS, c'est énorme. Un plan de caméra, un criminel en pleine action, l'image est ultra pixelisée, mais Abby, elle est trop forte. Abby, elle fait un zoom. Et grâce à un algorithme, je sais pas où elle a pondu, elle va réussir à reconstruire à partir de 4 pixels le visage de la personne. Bah oui, on s'en fiche totalement de la résolution des fichiers en fait. Sachant qu'elle a pris ça sur le reflet du capot de la voiture. Bah oui, mais Abby elle est trop forte, c'est Photoshop version 70 qu'elle, forcément. C'est un peu ça.
C'est un peu ça. Et pour rebondir à cette information, par exemple dans NCIS ou dans d'autres films, on voit aussi que les ordinateurs de la CIA ou de la NASA ont toujours des interfaces quand même un gamin de 3 ans comprendrait. Et bon là c'est très fort, on a le droit d'attendre qu'à la NASA ou à la CIA, bon, il y a potentiellement des interfaces un peu plus compliquées. Ce qui entraîne le corollaire assez absurde. Par exemple, si on veut obtenir toutes les infos que l'on veut sur un ordinateur piraté de la NASA ou de la CIA, on a juste à mettre la commande Access All Data et appuyer sur Entrée. Et là, forcément, on aura soit une requête SQL, soit une prise de possession de fichiers sur des serveurs. Pouf, on les aura instantanément. Et bien sûr, on pourra le mettre sur notre disquette de 1 méga 44. On pourra mettre toutes les infos de la Terre dessus. Ça dérange pas non plus. Il y a ça, il y a aussi le login et mot de passe. On mettra toujours le nom de son chien ou le nom de ses ex pour faire le login et mot de passe. C'est d'une intelligence. Pourquoi utiliser des caractères alphanumériques alors que notre administrateur sécurité nous l'avait demandé. C'est ça. C'est exactement ça. Et là, j'ai aussi des notes de gens qui écoutent l'émission et qui me disent c'est quand même bizarre, hein, ils utilisent 100% de leur clavier et personne n'utilise de souris. Ils sont très forts. Et en plus, en tapant 10 fois sur le clavier, ils réussissent à provoquer la fin du monde ou à récupérer des informations ultra sensibles. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Et, ils n'ont pas besoin de se fouler pour récupérer des informations top confidentielles. Bon là c'est plutôt dans les films qui prennent des raccourcis pour traiter, pour récupérer des informations via l'informatique. Mais je voudrais parler des films. J'ai perdu ma feuille. Attendez. Ne perds pas ta feuille. Ouais, j'essaye. Non, mais après voilà. c'est sûr. Là sur le chat, tu parlais que dans le cinéma, ils s'y connaissent pas forcément en informatique, etc. C'est vrai que les accessoiristes ou les personnes qui sont à fabriquer des faux logiciels, même des faux OS, parce qu'on voit des OS, des fois on les reconnaît pas. Alors pourquoi ils font ça? C'est simple, vu que l'écran on le voit de très 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 loin, forcément il faut qu'on voit de très 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 près facilement qu'est-ce qu'il fait. Oui, c'est des raccourcis de script en fait, voilà. Scénaristique à la limite. C'est exactement ça, c'est pour que l'information passe plus facilement et c'est hallucinant. Voilà, on se connecte alors déjà on voit le logo du FBI. Il y a un login mot de passe. En très très gros. En très très gros, on sait qu'on va se connecter, que c'est de la ressource de données. L'autre il va piquer son login et mot de passe. Il est même pas dans l'intranet du FBI. Il peut faire ça à partir de sa voiture et de son GSM. Ça se passe bien. Bah oui, pourquoi s'embêter dans le fond. Alors, dans la catégorie des films que nous avons classifiés comme Nouveau Monde, c'est-à-dire tous les films qui parlent, on va dire, d'intelligence artificielle, voire de réalité virtuelle, donc c'est des mondes inventés basés sur la technologie. Là, on n'utilise pas seulement la technologie pour nous aider à résoudre nos enquêtes. Donc cette petite catégorie, on retrouve le fameux Terminator et Sarah Connor, le psychédélique Johnny Mnemonic avec un Keanu Reeves en roue libre, où on peut voir une interface dauphin-machine dans ce film-là. Donc c'est à la fin du film, je vous invite tous à re-regarder cet extrait, c'est assez énorme, l'interface dauphin-machine. Entre guillemets, le dauphin dans le film-là, c'est l'élu, c'est rigolo. Il y a Tron, donc pour Trace on Debug, qui nous parle clairement d'une technologie au top pour masquer l'incroyable, un espèce d'univers onirique caché mais devant nos yeux en fait. Non mais Tron, attention après, faut pas cracher sur tous les films. Tron, non, je crache pas. Tron, il y a quand même un effort. Il nous montre un kernel très ancien sur la première console de Tron, où là on voit un Linux en ligne de commande avec un top, etc. Il y a quand même un effort qui a été fait par la production. Ouais, mais le film là, même esthétiquement, c'est une bonne représentation de ce qu'on peut avoir dans les circuits imprimés si on se place d'un point de vue électron. C'est un peu ça. C'est un peu ça, le film là, il y a quand même un énorme travail. Moi, je suis un peu moins fan du deuxième, j'ai pas tout compris les enjeux scénaristiques, où j'étais fatigué le jour-là, mais j'ai beaucoup aimé l'aspect esthétique. Et ce qui est très fort dans ce genre de film, c'est qu'on a souvent des univers soit utopiques, soit dystopiques. Donc dystopique, le contraire d'utopique, vous l'avez très bien compris, où l'ordinateur peut se rebeller contre l'homme et l'ordinateur peut créer des univers pour l'homme. C'est clairement ce qu'on peut faire attention dans Matrix.
Matrix est très très fort là-dessus. Et il arrive à nous faire croire que nous sommes tous des esclaves pilotés par un seul ordinateur. Et pour cacher cette opacité, on arrive même à croire qu'un dieu existe dans la machine sous le nom de l'architecte. Enfin, il y a une pensée très très forte derrière Matrix, je trouve, au sens, vraiment culture émergente, une sorte d'aboutissement du cyberpunk, au sens où tout le monde fait corps avec la machine, mais au sens organe. Tu vois, tous les humains sont en quelque sorte les organes d'un même corps. C'est un peu ce qu'on retrouve dans Matrix. C'est le principe de la pile, hein, bien sûr, à la fin, mais c'est cette espèce d'union, et par la suite, ce rejet, après c'est le rejet, c'est pour ça qu'il y en a qui sortent de la Matrix pour pouvoir vivre de ça. Mais dans le dernier Matrix, à un moment donné, on voit le chef de Zion qui est là, qui dit mais regarde, cette machine-là, on est incapable de la réparer, mais on est dépendant, quoi qu'il arrive, même en sortant de la Matrix, de cette machine-là. Oui, quelque part. Qui recycle, qui donne de la chaleur, qui recycle l'eau, etc. On est, quoi qu'il arrive, dépendant. C'est un peu une métaphore comme quoi on est très très dépendant aux machines, et qu'est-ce qui se passerait si on n'a plus de machine du jour au lendemain? Tu sais, il y a toujours les théories complotistes qui disent oui, un orage magnétique va arriver demain et va faire sauter tous nos ordinateurs, ça va être le noir total. Tu sais, le thème qui a été repris dans le Los Angeles 1997 de John Carpenter. C'est un peu ça aussi Matrix, au sens... mais qu'est-ce qui se passe si la machine ne contrôle plus les humains? On va se retrouver en roue libre. Après, ça va être un sens mécanique. Prenons la série Battlestar Galactica, la dernière série, ça c'est un peu pareil. Pour pas se faire avoir par les Cylons, il marche entre guillemets en analogique. L'ensemble du vaisseau, même s'il y a une partie électronique, mais elle est très faible. C'est-à-dire qu'il y a un rejet toujours de l'intelligence artificielle. Pour éviter de se faire avoir. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Cette intelligence artificielle qu'on peut retrouver sous certaines formes, sous la forme des cyborgs, donc abordée entre autres par Terminator, mais surtout par l'excellent Robocop de Paul Verhoeven. Donc clairement, de mouvance cyberpunk, là oui, on fait clairement le corps humain fait corps avec la machine. D'ailleurs, un petit extrait, je vais passer le petit extrait de Robocop où on voit toute... Il doit protéger les lois. Oui, la loi... Non, c'est pas la loi, c'est moi, c'est Judge Dredd. Ouais, okay. Enfin bref, le Robocop, ce que je vais passer comme petit extrait, où on voit très bien la construction de Robocop, où on lui parle comme un enfant, tout en sachant que c'est une machine, mais en sachant que c'est un être humain. Et on voit tout le problème du cyborg, mais qui est-il vraiment? Est-ce que c'est une machine? Est-ce que c'est un homme? Enfin, c'est assez compliqué en fait. Les émotions, est-ce qu'il a des émotions? Est-ce qu'il a des émotions? Attention. C'est pas ça. Ah non, j'ai pris le mauvais extrait, je crois. Alors, Robocop, un petit coup de 24 heures chrono. Hop. Je suis Jaguar. Je vais sauver. Previously. Ok. Non, mais 24 heures chrono, l'affaire de cette semaine et le patatras, on va dire, d'effets d'annonce autour nous a fait clairement penser à 24 heures chrono et Counter-Strike. C'est triste à dire, mais c'est vraiment l'impression que nous ont fait les médias et le peu de traitement vis-à-vis du gros pavé que lance Sarkozy dans la mare sur son Deep Packet Inspection. C'est assez fou. Bon, je retrouve pas mon extrait de Robocop, j'ai dû enregistrer le mauvais. On parle un petit peu de ça, là on parle aussi de fiction, mais faites attention aux amalgames, au mélange des choses. On nous a envoyé des images, c'est un fait, mais faites très attention, il y a des choses qui sont pas réalistes. Oui, et c'est là tout le problème, parce que si des gens assez influençables regardent ces films à longueur de journée, ou ces séries, ils peuvent croire que c'est très facile de devenir, entre guillemets, hacker, et ils peuvent, entre guillemets, avoir l'envie de rejoindre des groupes type Anonymous. Comme nous avons déjà expliqué cette antenne, on va dire qu'il y a deux bords chez Anonymous, on va dire les gens cachés qui ne font pas parler d'eux, mais qui font gros du boulot, et toute une partie hors de l'eau qui font parler d'eux, qui enregistrent des vidéos. Et ces films-là, par une espèce de dialogue infantile, font pencher la balance pour la catégorie des gens qui l'ouvrent beaucoup, en fait. Et
Bah, faut pas croire que l'informatique c'est si simple et c'est à mettre dans toutes les mains. Vous savez, pirater un serveur, c'est un acte non seulement militant, mais c'est un acte illégal, hein, tout simplement. Et chacun est en droit de respecter la loi. Donc, il faut pas jouer avec le feu, tout simplement. Faut pas se proclamer Anonymous, se cacher derrière un masque en disant qu'on utilise Loïc. Ça ne fait pas tout. Il faut aussi savoir répondre de ses actes. Donc, très très important tout ça. Bref, pour revenir à nos histoires de films et d'informatique, donc j'ai pas retrouvé l'extrait de Robocop, mais bon, dans cet extrait, on voit que Robocop a été récupéré suite à son suite à son transport à l'hôpital. Avant, il n'était qu'un flic, c'était Alex Murphy. Alex Murphy s'est retrouvé à l'hôpital suite à une rixe avec des criminels. Ces criminels l'envoient malheureusement au cimetière. Il est récupéré par l'OCP, donc Omni Consumer Product, donc la boîte toute puissante dans le Détroit du futur, un Détroit où la technologie est partout. On peut voir des pubs hallucinantes avec Magnavolt. Donc l'OCP. Ouais, l'OCP. Et par exemple, dans le film, on voit une technologie totalement délirante, le Magnavolt. C'est une espèce de cadran que tu mets qu'on met sur le tableau de bord. Quand le voleur essaye de piquer la voiture, il s'électrocute avec une charge de 10 000 volts. Et ça dérange pas aux gens dans ce monde futuriste de voir des images aussi violentes dans une pub avec une technologie aussi oppressante et aussi violente en fait. Et Robocop arrive à point nommé pour, entre guillemets, faire le pont entre l'humain et la machine pour rétablir l'ordre. Et après son transport à l'hôpital, on voit des gens parler à Robocop. Robocop a conscience de ce qui se passe, il se rend compte qu'il est un peu humain, qu'il a des souvenirs de son fils, entre autres. Et derrière ces souvenirs, il voit aussi qu'il a des choses qui lui arrivent en tête, ce qu'ils appellent dans la version anglaise des Prime Directives. Donc ces 3 lois principales qui sont, donc de mémoire, au moins la première, c'est de servir l'ordre et la justice. Protéger les innocents. Protéger les innocents, oui, autant pour moi. Excusez-moi. Donc, protéger les innocents, Robocop, et oui, quelque part, il ne comprend pas sa nouvelle condition. C'est quelque part un espèce de viol mental, un viol de son corps. Normalement, son âme et son corps auraient dû reposer en paix. Et là, on le sort et on le branche à une machine et il doit reprendre du service sans qu'on lui demande son avis. Et c'est un peu une notion de post-humanisme, en fait. Au sens où l'humain ne peut être qu'un prolongement de la machine. Alors il y a un point qui est important dessus, c'est la 4e directive, je crois, mais qui est cachée. Hein. Et là on va parler et un petit peu revenir toujours à ce fameux filtrage qu'on va avoir, je pense, d'ici quelques mois, où la 4e directive, c'est tu ne dois pas t'attaquer à ton créateur. Oui, et ça, on le voit très bien à la fin du premier Robocop, quand il tente de s'attaquer au PDG de l'OCP. Exactement. Donc c'est un peu ça, en disant, c'est toutes les grandes sociétés aujourd'hui qui dirigent le gouvernement, parce qu'aujourd'hui, les filtres qu'on est en train de nous mettre, c'est pas politique, hein, c'est parce que on embête les grosses industries sur leur business. Et en revenant à Robocop, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a la loi, effectivement, mais il y a la loi, on peut aller au-delà de la loi. Ça veut dire si derrière il y a des grandes firmes, des grandes sociétés qui ont besoin de s'affirmer, on est dans ce cas-là aujourd'hui. Orwell avait sûrement raison avec 30 ans de retard. Bon, on verra ce que le futur nous réserve. Toujours dans cette mouvance post-humanisme, il y a des films beaucoup plus dérangeants qui abordent la technologie. Par exemple, le film Vidéodrome de David Cronenberg. Donc le film là assez fou, où on peut voir des personnes s'insérer des cassettes vidéo VHS dans le corps et avoir des nouvelles données dans leur cerveau. En fait, on transforme l'homme en lecteur disquette géant dans ce film-là. C'est assez hallucinant. C'est simplement une espèce de pseudo-drogue, une espèce de changement de vie, parce qu'ils n'ont pas forcément la vie qu'ils voudraient avoir. On s'achète une nouvelle vie. Hein. Un petit peu aussi, il y a Total Recall, c'est un petit peu. Oui, exactement. Ça, c'est énorme. Ça, oui, on se rachète une nouvelle vie, on est reprogrammé et c'est reparti pour un tour. C'est exactement ça. Moi, je me pose toujours la question, est-ce que ce genre de science-fiction est à reléguer qu'à un niveau que de fantasme, ou est-ce que ça peut devenir la réalité? Donc j'encourage tout le monde à venir participer au débat. Donc n'hésitez pas, je le répète, au 08 92 23 95 20.
partagez vos réactions. Venez partager vos réactions sur l'annonce de Nicolas Sarkozy ou sur les films et l'informatique. Libre antenne. Libre antenne, n'hésitez pas, venez, nous sommes là, nous ne vous mordrons pas, n'ayez pas peur. Sur le chat, on parle aussi de iRobot. Donc, iRobot, par contre, là, je suis assez mitigé. Bon, on va pas parler de la qualité du film, mais sur son message, et même sur l'univers qu'il montre. Dans le film iRobot avec Will Smith, on voit qu'un des robots a pris, on va dire, conscience de lui-même et qu'il essaye de mettre la zone parmi le monde des humains. Cette histoire elle est tirée du livre d'Isaac Asimov, Les robots, qui est un recueil de nouvelles. Et en fait, le film iRobot n'est qu'un, de patchwork de plusieurs histoires du livre. Ce qui est beaucoup plus intéressant dans le livre, c'est de voir l'évolution de la machine et l'humain. On se rend compte dès la première nouvelle, donc la première nouvelle de mémoire, c'est Robbie, où Robbie devient ami avec une petite fille. Et au final, le robot devient le meilleur ami de l'homme. Ensuite, on voit que le robot, seul lui est apte à prendre des décisions que l'humain ne peut pas prendre. C'est-à-dire, par exemple, dans une optique de terraformation de Mars, on peut envoyer un robot potentiellement intelligent pour prendre toutes les décisions à place de l'homme dans un univers hostile. Et je trouve que le iRobot ne montre pas tout le côté philosophique qui émane de cette configuration. En effet, dans iRobot, on voit juste, entre guillemets, la guéguerre du robot et l'humain, mais on ne voit pas que le robot peut être assimilé à une nouvelle espèce sur Terre. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu un rejet du robot et de l'individu, parce qu'ils sont maltraités. On le voit bien de toute façon qu'ils sont assez maltraités là-dessus. Ce film-là, c'est bon. Après, il y a Will Smith, etc. Comment les choses sont faites. À la fin, en fait, le créateur du fameux robot, c'est lui qui avait tout manigancé pour faire une espèce d'anarchie du système, en fait, faire bugger le système. C'est un fait. Mais il y a un autre film qui est pas mal aussi, c'est AI. AI, c'est avec le petit garçon robot qui apprend qu'à la fin du film que c'est un robot, c'est ça ? Jude Law. Jude Law, et c'est le dernier sur Terre. Et c'est un petit enfant, un robot, mais qui a quand même un cœur qui a de l'humanité. Oui, exactement. Il a de l'humanité, et c'est quelque chose de touchant à la fin, où les extraterrestres, ils arrivent, ils coupent un morceau de glaçon, ils le retrouvent, et à partir de là, on voit toutes les émotions. Oui, exactement. Et ce qui est intéressant dans ce film-là aussi, de mémoire, on se rend compte que justement cette notion d'humanisme, peut être très élargie, elle peut être même élargie aux robots. Dans ce cas-là, pourquoi parler que d'humanisme si on parle aussi de robots ? Il y aura peut-être un nouveau terme à définir dans ces cas-là. Je ne sais pas. Donc pour passer cette catégorie post-humanisme qui utilise la technologie dans le corps humain, et il y a aussi un autre fait marquant, on voit clairement qu'il y a un combat de caste marqué, c'est-à-dire par exemple, comme avec notre système syndicaliste prolétaire, là on voit clairement que le robot veut accéder à un autre statut, il veut s'élever de son rang d'esclave. Et il n'y a pas que des sujets comme ça, donc on le voit, on vient de l'évoquer dans AI et dans iRobot, mais il y a aussi le cas où le robot, le cyborg, où la technologie devient très très invasive, comme dans Vidéodrome, ou l'autre excellent film japonais, Tetsuo, qui est totalement barré, je vous le conseille à tous, c'est totalement psychédélique, où on n'a pas le nom du personnage principal, donc c'est un gars qui se promène dans la rue, il se fait renverser par une voiture, et un petit bout de métal commence à fusionner avec lui, et le gars petit à petit se transforme en machine. Et un peu pour faire l'analogie avec le film de Cronenberg, La Mouche, on voit clairement toute sa démarche intellectuelle changer. En effet, il passe du rang d'humain au rang de machine. Ça implique de nouveaux concepts de pensée. En gros, c'est une entité qui doit réapprendre à penser. Après, il y a beaucoup d'inspiration. On va voir dans Star Trek avec les Borg, où il y a une fusion, où il y a une entité propre, ou une espèce de reine qui va gérer une seule même pensée. Où là, il y a donc la partie machine et la partie organique qui vont aussi se mélanger. Il y a toujours cette recherche aujourd'hui dans plein de choses. Oui, d'ailleurs, tu avais une nouvelle sur un peu l'évolution de l'organique. Il me semblait qu'il y avait des Scandinaves. Oui. Tu peux nous en dire plus ?
Alors par rapport à ça, c'est c'est une nouvelle technologie de téléphone qui va être sous la peau, donc développée par un groupe finlandais téléphonique très connu que je ne citerai pas, mais c'est facile, qui ont donc breveté une solution innovante d'un tatouage qui permettrait donc ça vous fera vibrer si vous recevez un numéro, un appel téléphonique ou un texto. Et bien sûr, pour l'instant, ils travaillent encore sur la technologie batterie. C'est-à-dire batterie, faut scotcher à soi-même la batterie pour cette petite puce? Non, pas du tout. Là, j'ai fait peut-être un amalgame, mais c'était plutôt au sens du fait si par exemple votre portable, parce que ce sera en kit Bluetooth, si votre portable attend de se décharger, ça vous prévient, ça vous fait vibrer le bras. Donc là, on va rentrer vraiment dans le principe organique machine. Organique machine, moi ça me fait un peu peur ça. Enfin, quand j'ai vu ces films Vidéodrome, par exemple, ou Tetsuo, on n'a pas forcément envie de devenir une machine, ni même un esclave à la Matrix. À la rigueur, je préférais me promener dans un monde comme Tron, ou comme Existence, ou le cobaye. Oui, tiens, d'ailleurs, le cobaye. Ah, le cobaye. Hein. Le cobaye, c'est très fort. Donc c'est l'histoire d'un petit jardinier qui est pris comme cobaye par un professeur qui le rend de plus en plus intelligent. Et le petit jardinier devient vite un génie et réussit à fusionner sa conscience avec la machine. Et c'est un peu à Skynet humain injecté dans la machine quelque part. Donc Skynet, le grand ordinateur de Terminator. C'est l'état conscient de l'individu qui a besoin de faire une expansion intellectuelle, mais son corps ne lui permet plus. Et par le fait de s'insérer dans un système global, on voit bien à la fin, bien sûr, quand il fait sonner tous les numéros de tous les téléphones dans le monde entier, il avait besoin de s'expanser tout simplement. Ouais, on revient un peu à la vie, à la cellule même qui doit s'étendre et procréer pour survivre, exactement, pour assurer sa survie. Un petit peu comme l'émission sur les virus qu'on a fait sur le fait de s'expanser à l'infini. Ouais, sans fin. C'est la lutte permanente de la vie sur son adversaire. C'est assez incroyable. Et tous ces mondes qui peuvent être qualifiés limite d'oniriques. Donc le cobaye, on peut voir très très souvent des fractales ou des représentations assez psychédéliques de l'intérieur des machines. Le Nirvana avec Christophe Lambert ou le casque d'acquisition de réalité virtuelle. Et, je trouve que ça ressemble assez à une cuillère sur la tête qui prend le moule du crâne. C'est assez psychédélique également. Et bien sûr, dans tous ces films, le grand point de départ, c'est la vie de tous les jours. On revient un peu sur l'idée si c'était possible, et si ça pouvait nous arriver. Est-ce que demain, le casque de réalité virtuelle peut nous transporter dans des mondes au-delà de notre enveloppe matérielle? Oui et non, mais comme je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, je répète, il faut faire attention aux fausses idées reçues. Parce qu'après il y a la déception qui va se créer, parce qu'au point de vue inconscient on va se dire c'est possible, on va absorber bêtement l'information de la télévision et on va dire oui en fait c'est possible de faire ça avec mon ordinateur. Après on va rentrer dans le principe médical comme par exemple Dr House où à chaque fois il y a toujours des happy end. Faut réfléchir avant d'absorber les choses. Effectivement, oui, il faut toujours réfléchir avant d'absorber les choses et ne pas croire ce qu'on vous montre sur les ordinateurs est la sainte réalité. Je le répète, clairement, il y a deux sortes, on va dire, pour très grandement vulgariser, il y a deux grandes sortes de hackers et crackers, ceux qui l'ouvrent et ceux qui se taisent. Par exemple, les Anonymous qu'on nous présente, c'est ceux qui l'ouvrent. C'est pas forcément éthique au sens hacker. Faut bien faire la différence, et ce qu'on nous montre à la télévision, c'est pas ce qui va vous faire devenir hacker. Hacker, c'est avant tout une démarche personnelle, non seulement pour accroître ses connaissances, mais avec un point de vue défi. C'est pas en utilisant Loïc et en vous mettant un masque sur la tête, en défiant la rue, qu'on va vous prendre au sérieux. Enfin, limite, c'est ridicule, et ça discrédite justement tous ces gens de talent qui agissent dans l'ombre. C'est faut faire très très attention à ça. Et voilà. Là, on arrive typiquement donc avec ces problèmes d'Anonymous vrai, faux, un peu les films qui parlent du monde réel. Enfin, plus d'un point de vue plus réel. Alors, par exemple, la comédie Guimauve, You've Got a Mail, je m'en souviens plus vraiment, mais surtout The Social Network, la pseudo-biographie de Mark Zuckerberg, donc le PDG de Facebook. C'est vrai que ce film-là, je le regardais. C'est la montée en puissance de son système. C'est vrai, il y a des choses qui sont réalistes, la mise en place de serveurs, après le concours de hacking des serveurs Apache, du serveur Apache autour de verres d'alcool pour voir qui va réussir.
Mais je veux dire, on n'a pas fait quelque chose de complexe là-dessus. Hein. C'était pas nécessaire. Oui, c'était pas nécessaire, c'était plus un jeu d'acteur qu'un film sur l'informatique au final. Parce que dans le chat, il parlait tout à l'heure un petit peu d'un film référence, c'est Kevin Mitnick, un très grand hacker américain, où je pense que certaines personnes, certains auditeurs, vous avez dû voir ce film-là, où ça raconte, c'est un peu plus réaliste comment effectivement on réussit à craquer. Et attention, ne mélangez pas hacker et craquer, c'est deux choses distinctes. Hacker, c'est la capacité à avoir des connaissances importante dans le domaine de l'informatique. Craquer, ça porte bien son nom, ça veut dire casser quelque chose, et le cracker, ça va être le plus souvent aussi un développeur qui va qui va trouver les solutions par lui-même en réfléchissant et à trouver les failles nécessaires. Très bien, nous allons faire une petite pause musicale. Je vous rappelle que vous pouvez intervenir à tout moment sur l'antenne pour débattre, exposer vos idées. Au 08 92 23 95 20, on vous attend, et un petit mod donc issu de la scène démo. C'est parti. N'utilisez surtout pas la touche échappe pour quitter vos programmes pour le moment. Une pression ferait s'effondrer tout le système. Ce sera pour demain les coups à prendre. Et je danse dans ma chambre. Je dormirai demain, ça peut attendre. Et je danse dans ma chambre. Ce sera pour demain les coups à prendre. Et je danse dans ma chambre. Je mourrai demain, ça peut attendre. Je parlerai d'amour à la radio. Je me marierai dans une vidéo. On parlera de moi dans tous les journaux, Et je danse dans ma chambre. Ce sera pour demain les coups à prendre. Et je danse dans ma chambre. Je mourrai demain, ça peut attendre. Je parlerai d'amour à la radio. Je me marierai dans une vidéo. On parlera de moi dans tous les journaux. Ma vie sera le musique de toutes les choses. Et je danse dans ma chambre. Et je danse dans ma chambre. Ce sera pour demain les coups à prendre. Et je danse dans ma chambre. Je dormirai. Et nous accueillons à l'antenne un auditeur. Bonjour à toi, comment tu t'appelles? Allô, es-tu là? Allô? Es-tu là? Ah, bah on l'a perdu. Ouais. Bon, tant pis. Il voulait rebondir, donc je t'invite à rappeler. Pour rectification, c'était l'artiste que vous avez écouté, c'était Pierre Pasquale. Donc je danse dans ma chambre. C'est une découverte très sympa. Vous pouvez aller sur son site pierrepasquale.fr. Pierrepasquale.fr. L'auditeur m'a dit
Enfin, j'entendais très mal, il y avait beaucoup de friture, mais il voulait reparler des robots. Donc je t'invite à rappeler, n'hésite pas. Vas-y, je suis là, je suis sur le coup. N'hésite pas. Donc je rappelle le numéro, le 08 92 23 95 20. Donc nous allons continuer notre petite exploration de films. Et bon, on va bien sûr parler du grand Philippe K. Dick avec des univers style Ubik où cette fois-ci la technologie est aussi un moyen d'asservir, mais c'est aussi un moyen de flou. Enfin, ce que j'entends par flou, pour cacher la réalité. Chose qu'on voit aussi beaucoup dans 1984 avec la prépondérance des écrans partout et des moyens de communication assez fous dans tous les coins. Aussi dans Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, où on voit des ordinateurs qui gèrent complètement la reproduction humaine et qui sont là pour conditionner les humains à faire des tâches. Et c'est par ce biais-là qu'ils établissent les différentes castes. Par exemple, ceux qui doivent devenir fleuristes, dès leur plus jeune âge, des ordinateurs leur répètent sans cesse « Oui, pour polliniser une plante, il faut des abeilles, il faut du pollen, etc., etc. » Il y a tout ce conditionnement par la machine. Et dans ce cas-là, on rentre dans l'industrialisation de la machine par l'être humain. Et tous ces livres, à mon sens, sont le point de départ d'un nombre incalculable de films. Enfin, c'est vraiment l'axiome de base, avec aussi d'autres films, par exemple Géant de fer ou Docteur Folamour, qui sont assez vieux, qui datent d'avant 1965, il me semble, de mémoire. Donc, qu'est-ce que t'en penses de ces films ? Qu'est-ce qu'ils montrent, à ton avis ? Ça montre simplement au point de vue de l'humanité que chacun de nous, on a besoin quelque part aussi de se retrouver ou de trouver notre on va dire notre paradise. Notre paradise au sens on a besoin d'être comme ça, on a envie d'être parfait, ou on a envie d'être artiste peintre, on a envie d'être musicien, on a un but, c'est le but. Et parfois le but c'est pas si simple que ça et c'est la facilité. Ces différentes œuvres, c'est la facilité d'un côté, quand c'est au sens positif du terme, et au sens négatif, comme il y a 1984, c'est-à-dire c'est un gouvernement qui vous conditionne à être comme il le désire. Ouais, c'est pour ça qu'on refaisait le parallèle en début d'émission. Bon, on est un peu dans les prémices d'un 1984 avec 30 ans de retard à notre humble avis. Donc via l'affaire de la tribu K où ils avaient vraiment des logs pour le terrorisme déjà depuis 2006. Donc qu'est-ce qu'on essaye de nous faire avaler en fait ? Non, c'est simplement on fait avaler quelque chose de gros mais qui existe depuis très longtemps pour faire passer quelque chose discrètement par derrière. C'est-à-dire une loi, ACTA et toutes les lois qui veulent nous faire passer clairement pas par derrière mais vraiment devant. Et dire ok et nous dire ok c'est vrai vous avez raison et alors que là c'est faux, c'est faux, faut pas se laisser faire. Faut pas se laisser faire. D'ailleurs il y a une info très intéressante sur le chat par Shabada qui nous explique qu'une loi fascinante en Grande-Bretagne vient d'apparaître. Cette loi obligerait les FAI à tout enregistrer jusqu'aux messages postés sur Facebook, Twitter et une liste des relations et même des messages dans les jeux vidéo. Donc, entre guillemets, pourquoi toutes les démocraties occidentales sont-elles aussi pressées de retourner à l'état fasciste ? Bon, c'est un grand débat, c'est peut-être un raccourci cette question. Bon, moi je mettrais quand même un petit bémol, s'ils veulent enregistrer tous les messages Facebook, il n'y a pas besoin, il n'y a qu'à demander à monsieur Zuckerberg, il a forcément tous les logs. Faut pas oublier que des sites comme Europe versus Facebook existent, et ils sont là pour vous démontrer par A plus B qu'ils loguent tout et n'importe quoi, comme vos coordonnées souris. Sur ce site-là, vous pouvez trouver des exemples de logs qui font 1000 pages. Donc, par exemple, il me semble sur leur site, pour une utilisation de 3 mois, vous arrivez facilement à 1000 pages de logs, ce qui est totalement hallucinant. Et on peut faire des statistiques sur votre comportement. Enfin, on peut même déduire vos orientations politiques avec de telles données. Faut pas oublier que justement, l'intelligence artificielle est là pour aider ces gouvernements ou ces entités gouvernementales ou pas gouvernementales du tout. L'intelligence artificielle est là pour les aider justement à approfondir l'être humain. Et ils peuvent déduire tout ce qu'ils veulent à partir des données qu'ils ont. C'est assez hallucinant. L'autre info de Shabada, toujours, merci Shabada. Shabada est dans la place. Ouais. Un site de poker canadien est légal au Canada et considéré comme illégal aux USA. En conséquence,
le DHS, le Depth of Homeland Security, a ordonné à VeriSign la saisie du nom de domaine, arguant qu'à partir du moment où c'est un .com, ça tombe sur la juridiction américaine. Et peu importe où sont situés réellement les serveurs et où est domiciliée l'entreprise. Bref, il se croit tout permis. Alors, là, on rentre un peu dans des termes techniques et c'est pour bien comprendre. VeriSign, c'est une société aux États-Unis qui a un très grand pouvoir sur l'identité numérique. L'identité numérique, au pas venu, on appelle ça les noms de domaine. Ça veut dire qu'ils peuvent du jour au lendemain se dire, ok, votre .com, eh ben, je vais le freezer, je vais le bloquer, c'est pas légal. Et derrière ça aussi, bon, on pourra en parler sur d'autres émissions, ces gens-là gèrent aussi tout ce qui est côté SSL, sur les HTTPS et la gestion des clés. Donc, mais le point important, c'est, admettons que vous achetez un nom de domaine, un .com, vous l'avez acheté chez VeriSign, ils ont le pouvoir de le récupérer et de vous bloquer. Ce qui s'est passé par exemple aussi avec, même très rapidement, avec Mega Upload. Oui, le fameux Kim.com qui s'est fait embourber son nom de domaine en 2 secondes. Le pauvre. Enfin, le pauvre, on va pas le plaindre non plus, il est blindé d'argent, ce monsieur, il vit très bien, il est toujours extradé en Nouvelle-Zélande, il compte pas revenir aux USA, il est très bien là où il est. Il a juste 30 000 euros par mois, il en voulait 200 000, mais bon, il a juste 30 000. Bon, 30 000 ça va, il y a moyen de faire des choses. On va parler un peu plus léger maintenant, on va revenir sur l'effet des films dans l'informatique. Donc, dans la catégorie zut, ça n'existe pas, mais je le voudrais bien quand même. Dans les films ou dans NCIS, on voit que rien ne rame. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Moi qui peste tout le temps entre mon ordi actuel qui rame pareil qu'il y a 10 ans, pour des applications standards genre Word où des fois ça freeze, t'as rien demandé à la vie. Maintenant, ces films-là, ils n'attendent pas. C'est instantané, c'est magique. Il y a aussi le fait que tout est simple à trouver. Bah oui, quand on est au FBI, on cherche l'image ou la photographie de tel suspect potentiel, bah en 2 commandes, on le retrouve. Il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. C'est aussi sur l'accès de l'information, c'est excellent. Ils vont sur un moteur de recherche qui s'appelle Bluebell et pas Google. Ouais, bien sûr. Mais là, ils font des efforts. Maintenant, parce qu'ils sont sponsorisés, bien sûr. Et bizarrement, ils réussissent à trouver des documents super confidentiels, des plans. Des plans, les accès aux sites nucléaires, etc. On peut même trouver des informations qui sont pas censées être là. C'est-à-dire, on va taper par exemple le nom, le prénom de la personne et on va tout trouver sur elle. Oui. Et il y a même encore plus fort, au sens où à partir d'un PDA, donc ou notre petit smartphone, on ordonne aux satellites au-dessus des Amériques de passer en mode veille au-dessus de l'URSS. Donc on lui demande de se déplacer et bien sûr c'est instantané. Enfin, entre le moment où on clique sur notre PDA, notre smartphone, le satellite a déjà fait le déplacement dans le ciel. C'est absolument génial et je ne suis pas sûr qu'à partir d'un smartphone on peut diriger des tels systèmes aussi complexes. Je sais pas ce que t'en penses d'ailleurs. Connais-tu les OS embarqués sur les satellites ? Les OS embarqués sur les satellites. Ah ouais, c'est vrai qu'on peut avoir accès facilement dans les films avec les satellites, c'est-à-dire qu'on peut les reprogrammer grâce à son petit iPad, on peut reprogrammer les satellites, c'est sympa. Ah bah oui, il n'y a pas de problème là-dessus. Attends, tu parles pas à n'importe qui, c'est Abby de NCIS, elle est balèze. Non, mais Abby, elle calcule des structures moléculaires en moins de 3 secondes, on sait pas comment elle fait, mais elle le fait. Ouais, elle le fait, elle s'en prive pas. Il y a aussi le fait de la 3D généralisée. Bah oui, déjà dans les films des années 80, sur n'importe quel PC, vous pouvez avoir des rendus 3D en temps réel qui demandent la puissance d'un ordinateur, d'un Cray, donc des super calculateurs. Donc ça, pas de problème. Il y a aussi, ça surtout dans les experts, j'avais notifié ça, à chaque fois je suis mort de rire. C'est à partir d'un fichier audio, donc t'as du bruit de fond, t'entends le bruit de la foule, t'entends les klaxons, hop, ils arrivent à t'enlever tous les bruits parasites sans dégrader la partie sonore qui les intéressait. Et ça, pas de problème, à partir de n'importe quel support, à partir d'un web, d'un enregistrement live, d'une vidéo, ou même en espionnant en stéthoscope sur une porte le bruit qu'il y a derrière. Enfin, ça les dérange pas, il y a aucun problème là-dessus. Il y a aussi la catégorie, alors, c'est assez drôle ça aussi. Le c'est vieux et c'est pas ça. Par exemple, surtout dans Wargames, on voit ça, les modems 56K rapides. Donc c'était même pas des 56K à l'époque. Wargames, c'est beaucoup plus vieux, c'est dans les années 80. Et voilà.
Voilà, on nous fait croire qu'un vieux modem de l'époque Lumière TC, où, enfin moi personnellement je dépassais pas les 5 kilooctets secondes dans mes meilleurs jours, ben vous pouvez uploader la moitié d'internet ou downloader la moitié d'internet en 5 minutes, il n'y a aucun problème là-dessus. Ah, il y a aussi dans les fameuses séries françaises type Profilage, ouais, j'en passe et des meilleurs, où j'avais vu il y a quelques années, donc si quelqu'un peut me retrouver ce fameux téléfilm ou cette fameuse série, où on voyait des gens chatter par Word. Et ça, c'était énormissime. On voyait vraiment la personne devant son invite Word avec sa police de caractère et même le petit icône, vous savez, le petit trombone en bas de Word qui vous conseille. Bah là, on les voyait chatter via Word, donc MSN, ICQ, IRC, pas besoin. Donc ça sert à rien, on se met sous Word ou Notepad et on peut communiquer avec le monde entier. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bien sûr, faut parler de la catégorie pas possible. Enfin, au sens, bon, vous avez souvent dans les films l'information principale, celle qu'on veut nous montrer. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Slayer. Ouais. Bah, l'info évidente, elle est en caractère 2000 à l'écran dans une fenêtre isolée au milieu de l'écran. Donc bien sûr, c'est toujours là où il faut regarder. Donc moi, sur le logiciel que j'utilise tous les jours, quand je veux montrer quelque chose, en général, il faut bien montrer où c'est perdu dans le bordel de fenêtres. Sachant que c'est un vieux montage sur After Effects, hein, parce que l'écran n'est pas allumé. Hein. Oui, bien sûr, ça a été rajouté après. Ils doivent pas filmer avec le pseudo-écran à côté, je suppose. Bah, c'était pour une histoire de qualité. De réception cérébrale. Hein. Ouais, bien sûr. Il y a aussi ouais, alors ça, c'est vraiment un fait qu'il faut démentir, mais avec toute force. Google donne plus d'infos véraces qu'une bibliothèque méticuleusement organisée. Ce que je veux dire, c'est Google donne beaucoup de réponses, mais Google donne des réponses toujours dans le même sens. Si Google décide un jour de censurer tel article sur un sujet X ou Y ou Z, bah, vous aurez forcément que des infos light sur ce sujet. Alors que faut pas oublier que dans les bibliothèques qu'on a, donc les bibliothèques municipales ou n'importe quoi, il y a plein de bouquins. Et faut pas oublier que les livres donnent un certain recul sur les informations que Internet et Google ne donnent pas. Ce que je veux dire par là, bon, c'est aussi dans les experts, ils tapent sur Google ou sur Groggle, sur Groland. Hein. Groggle donne aussi toutes les réponses au monde possibles et inimaginables. Il n'y a pas de problème. Donc si vous tapez sur Groggle, ouais, donc pour faire l'analogie avec ces films, je ne sais plus comment s'appelle leur moteur de recherche. Donc sur un ersatz de Groggle, il n'y a pas de problème là-dessus. Bah, vous découvrirez où vit votre voisin, son numéro de téléphone, là où il travaille, son numéro de sécurité sociale. Il n'y a pas de problème. Et dans ces cas-là, on se demande, mais oui, est-ce qu'on peut trouver tout et n'importe quoi sur Internet comme information privée, ou est-ce que c'est toujours réservé à une certaine strate administrative? Donc là aussi, grosse question. Et... Mais là, ça commence à devenir réalité au sens où, au point de vue de votre e-réputation, c'est-à-dire ce que vous allez mettre sur Internet en public, hormis Facebook, il y a des sites aujourd'hui comme 123people.fr, vous mettez votre nom, votre prénom, ça fait un rapprochement de toutes les bases de données connues comme Copain d'avant, Facebook, etc. Et là, on peut trouver des choses très intéressantes sur vous. Et il y a même un nuage de mots-clés vous représentant. Oui. Un petit message d'Argolus sur le forum, on trouve des PDF sur Google. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, on peut trouver des livres sur Google, mais moi c'est l'exemple que j'ai eu dernièrement. Je me suis renseigné sur la Révolution française. Sur Internet, tu peux trouver des bouquins sur la Révolution française, mais tu trouves pas forcément des livres d'Henri Guillemin. Tu vois, ça j'ai cherché, je ne les ai pas trouvés, j'ai dû aller farfouiller à droite à gauche par d'autres biais pour obtenir des informations de cet historien. Donc Internet c'est bien, Google c'est bien, mais c'est pas la sacro-sainte vérité. Faut pas croire ça, faut pas croire ce qu'on dit entre guillemets dans le film, ce que tu as vu depuis 20 ans. Google ou les moteurs de recherche n'ont pas toutes les données possibles et inimaginables. Ils ont une certaine catégorie de données qui ont bien voulu être empaquetées dans des bases de données. Il y a une réelle envie derrière de mettre ces choses dans des bases de données. Tout ne s'est pas fait par l'opération du Saint-Esprit. Internet s'est construit sur des désirs, alors que tout ce qui est livre, entre guillemets, on peut écrire n'importe quoi et ça peut être ressorti un jour. Il n'y a pas de problème dessus, on n'est pas obligé de se mettre vraiment dans une catégorie comme sur Internet.
Ça, on peut parler de tout et n'importe quoi. Le livre surpasse toutes les infos de Google. Ça, je n'en démordrai pas. Oui, il y a aussi le fait qu'un hacker pourra avoir le mot de passe en 2 essais. Ça, c'est très fort. Donc, dans le dernier Millennium, tu me disais en off, elle peut se connecter, faire une injection SQL en 1 minute de commande et forcément avoir le mot de passe instantanément. Donc, forcément, encore un mot de passe type football. Il y avait un petit effort qui était fait. Il y avait quand même un petit effort. Ligne de commande sous Linux, donc il y avait un minimum. Mais bon, c'est quand même bizarre, juste avec une ligne de commande, pouf, je récupère l'information. Et bon, c'est comme toujours, c'est qu'à un moment donné, comme on parlait un petit peu tout à l'heure, avec Neo qui craque la Matrix, avec le kernel de 6.3.31, et qui tord la cuillère avec sa partition X3, les gens ils vont pas comprendre. Bah oui, ils vont forcément pas comprendre, mais c'est toujours, on revient toujours à ça, à l'aspect infantile du message. C'est à la rigueur, ça serait moins dérangeant de voir plein de films où on voit des geeks parler vraiment technique, car c'est plus dans la réalité des choses. La technologie qu'on veut nous vendre grand public, c'est juste une certaine technologie avec un niveau de complexité tellement inférieur de la réalité que ça n'a rien à voir. C'est l'informatique et plus largement les technologies sont là pour nous rendre un service, mais il faut aussi qu'on se rende service. Tout simplement. C'est pas parce qu'on nous dit que ça va nous rendre service, ça va forcément nous rendre service. Il y a un point qui est important, je en parle tout à l'heure, c'est la réalité des choses. Il y a la réalité des faits du matériel informatique et aujourd'hui et des messages qu'on vous fait passer. Et en revenant avec l'histoire morbide qui s'est passée il y a quelques jours, il faut faire attention à ce qu'on nous met comme idée dans la tête. On va peut-être nous mettre des idées en disant on est capable de faire ça. On va se dire c'est normal, on nous a mis plein de films de terroristes, on nous a mis plein de films de violence à la télévision, donc on va se dire ok bon c'est parti, on va accepter ça parce que ça va nous protéger. Et à un moment donné, pensez que les choses ne sont pas forcément dans la réalité que vous pensez. Oui, bien sûr. Jean-Claude Van Damme m'aurait écouté, ça aurait été phénoménal. On va faire une petite pause musicale. Je vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission Cyberculture sur Radio Ci et maintenant 95.2 à un seul numéro, le 08 92 23 95 20. Allez, pour le dernier quart d'heure, les dernières 20 minutes, téléphonez, ça nous ferait plaisir. Je voudrais bien avoir votre avis, on voudrait bien avoir votre avis sur ce tapage médiatique et sur ces effets d'annonce technologique. Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'avec tous les films que vous avez vus, est-ce que vous y croyez toujours? Bref, nous attendons votre participation. Donc nous allons mettre un petit air, sorte de se rafraîchir l'esprit.
Vous êtes toujours sur Cyberculture sur Radio Ici Maintenant 95.2. Aujourd'hui, nous parlons bien sûr, comme je vous le répète depuis 1h30, de l'informatique dans les films et du Deep Packet Inspection, la proposition de loi de notre président pour réduire les libertés et, soi-disant, pour taper sur le terrorisme. Un petit lien sympa de Shabada pour rebondir sur l'espionnage. Donc nous avons vu l'espionnage dans les films, ils peuvent le faire très facilement. Dans la vie de tous les jours, ça arrive progressivement. Donc là, la news, c'est Orange, le premier fournisseur d'accès français à nous espionner officiellement. Quand la fiction rattrape la réalité. Exactement. C'est comme quand j'avais lu, comme quoi Philippe Cadic et Aldous Huxley, c'était vraiment non seulement des précurseurs dans leur histoire, mais aussi quelque part des visionnaires. Et c'est très intéressant. Faut toujours retourner entre guillemets aux sources pour voir clair des fois. Donc pour revenir à Orange, Orange espionnera systématiquement tout votre trafic internet, protocole utilisé, page visitée, en utilisant bien sûr la technologie des pays, la même technologie utilisée en Chine, en Syrie et en Libye, dans toutes les dictatures pour espionner les dissidents, pour gagner plus d'argent bien sûr en monétisant votre vie privée. Donc là c'est une info très très importante, donc c'est sur sebsauvage.net qu'on a cette information, bien sûr on ne l'a pas sur les médias traditionnels. Et on revient un peu dans les films, vous voyez souvent qu'on peut trouver des informations facilement en 3 clics, donc bien sûr ça veut dire que derrière ils avaient les bases de données, ils ont mis en place tout un dispositif pour vous espionner. Et dans les films là, ça ne choque personne, enfin surtout dans les séries pas très très sérieuses type Les Experts et NCIS, s'ils ont accès à ces informations, automatiquement ça veut dire qu'ils ont engrangé plein de données dans des bases de données diverses et variées. Donc je vous invite à vous renseigner sur Europe versus Facebook pour avoir un aperçu de type de données qu'on peut engranger. Et pour finir l'émission, on va rester sur toujours dans un esprit assez comique sur les faits informatiques dans les films un peu délirants. Oui, dans Wargame, je sais pas si on en a parlé, on peut lancer un missile avec un vieux modem RTC avec seulement un mot de passe et du fin fond de sa baignoire. C'est très très surréaliste comme scène, ça dérange personne. Mais enfin voilà, qu'est-ce qu'on essaye de nous faire croire derrière? C'est là toute la question. Là, j'ai une note, on revient toujours à ça. J'ai oui, une note excuse-moi. Amiga 1200 sur le chat. Donc je lis exactement ce qu'il dit. Évidemment, puisque le principe d'un film, c'est de le rentabiliser. Donc il faut donc, pour qu'il soit viable économiquement, qu'un maximum de gens aillent le voir ou acheter le DVD si ça sort juste en DVD. Et ainsi donc forcément s'adresser à un public large et ça sert à rien de perdre son temps avec des détails techniques. C'est une question qui se pose, oui ou non. Ouais, en même temps, on tourne un peu, mais ce que je veux dire, c'est s'il y a vraiment de volonté derrière d'infantiliser et comprendre le technique, c'est entre guillemets, c'est réservé qu'à une certaine catégorie de gens. C'est pas pour dire qu'il y a des gens plus bêtes que d'autres, mais il y a des gens, c'est leur métier et leur passion, et il faut faire sûrement plus faire confiance à des gens comme ça plutôt qu'à ceux qui s'exposent et qui nous montent des films totalement abracadabrants. Donc outre le fait que ça rame pas, que c'est facile à trouver, oui, il y a aussi le pas besoin d'enregistrer, c'est miraculeux. Au sens, ils sont devant leur ordinateur, ils tapent un fichier, ils l'envoient, ils l'ont tout de suite sur leur clé USB, mais ils l'ont jamais enregistré. Enfin, ça sert à rien dans ces films-là. C'est au sens où toute information tapée est déjà loguée dans un coin. Donc ça fait vraiment très très Big Brother, ce genre de choses. Ça, c'était dans quel film j'avais vu ça? C'est comme la clé USB, à chaque fois, il y a le super méchant qui va arriver, faut pas que la personne se fasse attraper ou griller, et on voit la barre de progression, ça monte à 10%, et ça monte à 20%, mais il n'y a pas 1%, ça n'existe pas, et ça monte, tout à coup ça bloque, et après ça repart, et c'était juste un fichier d'un méga, donc forcément c'est une machine qui date du siècle dernier, et qui a une vitesse d'exécution très faible. Ouais, mais ça dérange personne, et aussi là, dans cette histoire de barre de progression de 10, 20, 30 mégas, enfin 30%, excusez-moi, si on enlève la disquette ou le support numérique au même moment, c'est pas grave, on a quand même les données ou la quasi-totalité de données. Enfin, ce que je veux dire, il n'y a pas de contrôle d'intégrité de données. C'est assez sommaire à ce niveau.
Sauf quand la machine, on essaie de la débrancher, mais elle veut vivre. On lui tire son câble électrique, elle va chercher son électricité grâce à des arcs électriques. Je sais pas comment elle fait, mais c'est magnifique. Elle veut vivre. Elle veut vivre. Bah ça, dans Tetsuo, on le voit ça. Il me semble même que dans un des seuls mangas que j'ai vu, dans Akira, il y a aussi ça. À un moment, il se mute, il aspire tout ce qui est métallique, tout ce qui est informatique. Même autre chose, tout ce qui est humain, et on voit des arcs de lumière le traverser, parce qu'il a besoin sans doute d'énergie pour s'auto-alimenter. Et c'est assez flippant. C'est assez flippant. Ah, c'est là, la référence est dans Superman. Hein. Superman, oui, c'est dans le 3. Dans le 3, Superman 3, c'est Johnny 5 du chat qui nous a dit ça. Et qu'est-ce qui se passe déjà en Superman 3? C'est une histoire de virus, il me semble. C'est un ingénieur un peu fou qui se fait financer par Lex Luthor pour construire une super machine informatique pour finir Superman et l'attaquer. Ouais, bon. Scénario un peu abracadabrandesque. Et moi je me demande de quoi va être fait notre futur cinématographique avec ces histoires. Peut-être qu'il va y avoir un film Anonymous qui va sortir, ce qui est pour moi à mon sens enfoncerait le clou, comme quoi il y a vraiment 2 castes d'Anonymous, une cachée qui font les choses et une partie un peu rigolo. Ça m'étonnerait même pas que ça arrive. Après mon opinion là-dessus, c'est ce fameux proverbe, c'est ceux qui en font le moins qui parlent le plus, quoi. Ça a toujours été comme ça. Mais à un moment donné, après effectivement il y a un message, nous sommes tous des Anonymous, etc. Aujourd'hui, c'est clair, net et précis qu'il faut se battre pour notre liberté. Leurs actes, ce qu'ils ont fait, ils ont volé des données, etc. Mais ça change pas que le taux de criminalité, c'est pas eux qui le font. Au point de vue cyber, c'est vraiment des vrais pirates au sens propre du terme mafieux. Oui, du type mafieux et qui vivent de ça, clairement. Par exemple, oui, il y avait l'affaire Ryan Cleary en septembre dernier, donc le fameux Anonymous qui s'était fait prendre par le FBI, il me semble. Et ce monsieur Cleary, en fait, l'histoire non officielle stipule qu'un beau jour sur le chat IRC Anonymops, il me semble, il voulait sortir son bazooka, c'est-à-dire son parc de 800 000 machines quasiment pour faire des attaques à tout va. Et bien sûr, commanditer lui-même les attaques. Et au final, ce monsieur, il s'est fait booter de son chat. Il a été, on va dire, dans la voie de garage Ludzek. Donc même s'il a mené des opérations de tentative de déni de service et même des opérations d'intimidation avec des propos très explicites pour faire cracher des sites, ce gars-là s'est fait désavouer par la communauté Anonymous. Donc ce que j'entends, le noyau dur des gens qui veulent pas de communication. Et voilà, ça montre clairement que 2 poids 2 mesures. Dans la presse, on nous l'a présenté comme un défendeur des libertés, alors que lui-même s'était fait booter des Anonymous. Et pour en revenir dans les films par exemple Hackers ou Kevin Mitnick, entre guillemets, c'est toujours le gentil hacker. Donc le gentil hacker qui a grande gueule, mais qui se montre quand même au grand jour. Et en fait, dans la réalité des choses, c'est pas vraiment comme ça. Ces gens-là ont plus tendance à se cacher. C'est tout simplement parce qu'il y a une certaine humilité dans le milieu. Faut bien dire ça, faut bien le comprendre. Dans ce milieu-là, il y a une certaine humilité qui fait qu'on n'a pas besoin d'exposer tous nos faits d'armes. Et c'est pour ça que, je le redis, nous invitons tout Anonymous qui présente le masque V par Vendetta, donc le fameux masque de Guy Fawkes en tant que porte-étendard, qui viennent sur le plateau de Cyberculture. Nous parlerons technique, nous parlerons philosophie, même s'il faut de leur motivation. Il n'y a aucun problème. Le débat ouvert, s'ils veulent se montrer, qu'ils viennent même avec un masque, moi je m'en fous. Ou on peut faire un VPN qui passe par la Chine avec un ping à l'envers et tout ira bien. Ouais, il n'y a aucun problème, mais venez qu'on parle vraiment de la chose, de l'inquintessence du mouvement. Moi, ça m'énerve avec l'étude qu'on avait menée, je l'avais menée avec Olivier il y a à peu près 1 mois et demi. On s'était rendu compte qu'anonymousfrance.eu, c'est pas si anonyme que ça. On peut remonter. Alors que, l'attaque qui a fait débouter Ryan Cleary du channel Anonymous,
quand il s'est fait débouter, l'attaque elle a pas été revendiquée. Ça a été fait proprement. Il n'y a pas eu de traces qui sont restées. Alors que dans les attaques type Sony, etc., on a pu vite retrouver les malfaiteurs, entre guillemets. Donc, deux poids, deux mesures, deux discours. Donc, nous sommes là pour vous réinformer. Et n'oubliez pas de regarder des films rigolos. N'oubliez pas la prochaine fois que vous regarderez NCIS que Abby c'est la plus forte et que essayez de reproduire ce que fait Abby la prochaine fois. Bah, ça sera du grand art. Alors, je vous invite. Oui, le mot de la fin. Le mot de la fin, pour conclure, de temps en temps, moi, j'ai des relations avec des sociétés de production. En exemple, Mia Production, et je leur fais quelques conseils sur l'informatique pour qu'ils fassent pas tout et n'importe quoi sur la représentation de la réalité. Donc aujourd'hui, je pense que, bien sûr, dans le cinéma français, il y a un effort à faire, et aussi au cinéma dans le cinéma américain. Oui, c'est plus qu'un effort. Enfin, là, comme c'est parti, là, on nous montre des choses limite pour les enfants, et on essaie de faire croire que c'est la réalité. Et c'est pas ça. Donc n'oubliez pas que si vous êtes hacker un jour, vous n'aurez pas le mot de passe en 2 essais, que vous pourrez pas vous connecter à tous les ordinateurs et que vous pourrez pas trouver de photos du criminel qui a volé le bonbon au supermarché du coin. C'est pas possible. Okay. Il ne faut pas oublier ça. Donc je rends l'antenne, je vous invite à un prochain numéro de Cyberculture, sans doute la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Je communiquerai sur le forum.fm. Je vais lancer juste 10 secondes. Pour les passionnés de l'informatique, du 27 au 29 avril 2012, dans la ville de Touasset se passe la VIP 2012. Donc je vous invite d'aller sur le site de popciteam.org, www.popciteam.org, et aller voir toutes ces informations-là si vous êtes passionné d'informatique. Aussi d'avoir des questions et des réponses, vous êtes les bienvenus. Ok, très bien. Bye bye à tous et portez-vous bien. 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 Portez-vous